Oyez, oyez, peuple de Konoha, j'ose même pas vous demander comment vous sentez aujourd'hui parce que je pense qu'on est dans le même état d'esprit en vrai, à savoir 90% de hype en ce qui concerne SNK, tout comme on a en nous 90% d'impatience quant à la suite des épisodes. Alors nous n'allons pas perdre plus de temps. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo dans laquelle nous allons parler des 4 épisodes qui sont sortis dernièrement. Ce sera l'occasion pour moi de vous partager mon ressenti vis-à-vis de certains personnages et épisode par épisode, et ce sera aussi pour nous l'occasion d'échanger en commentaire, mais surtout ce sera l'occasion de nous arrêter sur une question qui selon moi n'a été posée nulle part ailleurs que sur cette chaîne. Donc je vous invite à me suivre. Aujourd'hui, sans plus tarder, nous allons donc parler de Shingeki no Kyojin. Alors, comment parler du retour de Shingeki no Kyojin sans parler du personnage de Levi? Je dois avouer qu'il ne fait pas partie de mes personnages préférés, mais je peux bien concéder, c'est un personnage badass et charismatique. À chaque fois qu'il a du temps d'écran, c'est un vrai petit plaisir, tant dans la mise en scène, tant dans le... Non, en fait, tout est parfait quand il intervient et je ne boude jamais mon plaisir. Et donc, quand je l'ai vu dans cet état-là, dans les bras de Hanshi, ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal. Surtout que, quand on regarde bien, dans Shingeki no Kyojin, quand on doit nous montrer quelque chose de viscéral ou de violent, ça nous est montré tout de suite et on n'a pas le temps de réfléchir, on est juste choqué. Alors que paradoxalement, dans le cas de Levi, un personnage qui crève le temps d'écran, on n'a pas vu réellement se faire blesser, on l'a juste constaté et tout s'est passé hors champ. Ça donnait presque un sentiment de le gars est resté dans son coin tout seul souffrir sans que réellement personne ne le sache, tu vois. Et c'est ça en fait qui a renforcé ce sentiment de cassure de mon cœur. Et donc, sincèrement, j'espère qu'il va s'en remettre parce que ça fait quand même 45 épisodes voire plus qui joue au chat et à la souris avec Shig afin de venger Edwin. Donc j'espère qu'il pourra quand même conclure son arc, mais en même temps ce ne serait pas le premier personnage dans Shingeki no Kyojin à périr sans atteindre ses objectifs, même si on ne lui souhaite pas. Alors, pour le troisième personnage, nous allons parler de quelqu'un qui, selon moi, a une place très importante au sein de l'œuvre. Je sais que je vais en fâcher certains ou certaines. Nous allons parler de la légendaire Gabi, qui, moi, m'a fait extrêmement plaisir dans les événements qui sont en cours actuellement. Parce que lorsque Mars s'est mis à attaquer l'île du paradis, va se mettre une fuite dans laquelle Cord va embarquer la dite Gabi et son petit frère Falco. Et à un moment donné, ils vont se cacher. Et on va avoir les parents de Sacha qui vont passer et qui vont se demander est-ce que Gabi et Falco vont bien? Et là, elle va se rendre compte, elle va même tenir ce propos-là en disant en fait Falco, dès le début tu avais compris que c'est finalement les gens ils sont comme nous en fait, on vit sous le même ciel, il y a des gens bien comme il y a des gens mauvais, mais en aucun cas nous sommes fautifs par rapport à des actes passés. Et là lorsqu'elle commence à réaliser le truc et boum, on a la famille de Sacha qui est en train de courir, qui essaie de trouver un abri et pendant qu'ils s'échappent ils sont en train de se demander est-ce que Falco et Gabi vont bien? Et là le petit pincement au cœur de Gabi je l'ai eu aussi, et pile poil au moment où elle va se lever pour dire hey, je vais bien, et là tu as Kaya qui passe et qui dit pourquoi on devrait s'inquiéter pour elle. Et là elle se rend compte en fait, je pense à ce moment précis, que finalement Kaya tient limite le même discours un peu absurde qu'elle, mais totalement compréhensible parce qu'elle a subi la perte de quelqu'un quasiment sans raison. Et donc moi sincèrement ça m'a fait extrêmement plaisir, je ne vous le cache pas, mais j'ai appris autre chose avec Gabi, c'est qu'il est très important de ne jamais laisser aucune arme capable de tirer une balle à portée de cette jeune fille, parce qu'en fait elle fait du no-scope, elle a one shot Sacha et elle a carrément headshot Eren. J'étais en mode what? Mais c'était fou ce qui s'est passé. Le seul truc que j'aurais à reprocher à cette scène, je me suis dit c'est dommage, ils auraient dû arrêter la scène pile poil au moment où la tête d'Eren est arrivée dans la main de Shig tel un ballon de baseball. Mais non, franchement c'était c'était un moment insane, c'est un épisode incroyable. Mais chose à retenir, pour moi Gabi a grandi, elle commence à s'émanciper de sa condition de produit dans son propre environnement, et c'est l'une des choses que je voulais voir et qui me satisfait vraiment. Alors, pour conclure cette vidéo, comment ne pas parler du cadet et de l'aîné, comment ne pas parler de Eren et de Shig, et on va faire un petit arrêt sur le grand frère. Alors, concernant ce grand frère, honnêtement, je vous le dis, je sais pas si ce mec c'est un pur génie, ou alors est-ce que c'est le mec le plus chanceux du monde. Parce qu'en fait, mais c'est toujours à l'article de la mort, il est toujours dans la sauce. À un moment donné, il se fait mutiler, il se fait décapiter, il se fait tout ce que tu veux, il se fait exploser, et je me suis dit, mais en fait, Missy a pour objectif de
devenir le nouveau Kenny. Et en mode, tous les personnages de SNK sont là. Oh mon Dieu, ils ont tué Shig. Parce qu'à un moment donné, je sais pas comment ces plans peuvent aussi bien se passer alors que la moitié du temps, mis à l'article de la mort. Je ne comprends pas. Et peut-être que je ne comprendrai jamais. Mais je trouve ça, c'est faramineux. Le gars marche vraiment sur une corde raide. D'un côté, la chance, d'un côté, l'intelligence. Mais pour revenir un peu plus sérieusement sur ce personnage, je pense qu'on peut être d'accord et se dire qu'il nous aura offert l'une des scènes qui va marquer toute une génération. Et franchement, c'était impeccable. C'est-à-dire que le moment où Cord arrive et lui dit « Je sais que vous n'avez pas envie d'impliquer des enfants, donc laissez mon frère partir. » Et là, t'as Shig qui lui répond « Je sais ce que tu ressens pour ton petit frère, donc sache que je ne le ferai pas. » Sans regret. Ah, c'était beau. C'était d'autant plus beau parce que l'équipe de sous-titrage a fait un travail incroyable. Ils n'ont pas traduit toute la phrase d'un coup comme des pans en spoilant ceux qui vont la lire. Ils ont vraiment fait le truc en 2 temps et que ce soit les seiyuu, que ce soit la mise en scène, que ce soit l'équipe de sous-titrage du côté de Wakanim, ah ouais, c'était une synchronisation parfaite comme on n'en verra pas avant très longtemps. Et pour conclure sur Shig, je dirais que c'est un personnage comme je le pensais et comme je vous l'ai dit dans mes précédentes vidéos. Pour moi, que ce soit avec son père adoptif ou que ce soit avec son géniteur, dans les 2 cas, pour moi, c'est un mec qui a été endoctriné sans réellement recevoir d'amour. Et ça a été très touchant de le voir finalement découvrir le passé de Eren. Et à la fin de cette découverte, son père qui lui demande de lui pardonner et qui lui dit qu'il l'aime. Et tu te rends compte, en fait, c'est juste un enfant qui demandait l'amour des personnes qui s'occupaient de lui en dehors de ses grands-parents. Et quel grand moment. お前らと話がしたくてな。 Alors, il y a beaucoup de choses à dire sur le personnage d'Eren. Alors, j'aimerais commencer par ce premier point. Je fais partie de ceux qui ne comprennent toujours pas Eren. Pourtant, j'ai été sur YouTube, check quelques miniatures. J'ai été sur Twitter pour regarder la tendance globale. Et ce qui se dit, généralement, c'est que, enfin, on a la lumière sur les véritables intentions de Eren. Enfin, on connaît le vrai visage d'Eren. On a les tenants et aboutissants du personnage. Je suis en mode, attends, c'est moi qui n'ai pas bien compris. Oui, certes, le personnage est dingue. Mais je me dis, mais moi, c'est toujours pas clair pour moi. Et je vais essayer de vous expliquer ça en quelques mots. C'est-à-dire que en début de saison, on va avoir un Eren qui est en totale rupture avec celui qu'on a connu à la fin de la saison 3. Et donc, on va avoir un petit doute qui est permis, même si ces décisions sont radicales. On se dit, bon, c'est la fin qui justifie les moyens. Sauf qu'à un moment donné, Shig va apparaître et il va leur proposer le plan de l'éradication douce. Eren va y participer. Et là, on va se dire que le doute n'est plus permis. C'est-à-dire que Eren a totalement pété les plombs jusqu'au moment où il décide de retourner sa veste et là l'ascenseur émotionnel qui était en pleine chute libre est en train de doucement remonter vers la lumière en se disant ouais, là on a retrouvé notre Eren, celui qui veut libérer l'humanité qui est emprisonnée de l'île du paradis. Sauf que va y avoir un échange entre Grisha et Shig durant lequel le père d'Eren va dire à Shig il faut que tu arrêtes Eren, il s'apprête à faire une dinguerie. Et cet ascenseur émotionnel qui est en train de doucement retrouver la lumière, Grisha a débarqué, il a forcé l'ouverture de la porte, il a coupé les cordes et l'ascenseur est tombé au 4e sous-sol. Là, on peut voir toute la sombritude de Eren, mais pas vraiment parce qu'en fait, on sait même pas de quelle dinguerie Grisha est en train de parler. J'étais en mode, mais c'est qui ce personnage? Je ne connais pas ce personnage d'Eren. Il est toujours aussi flou pour moi et je ne comprends ni ses tenants ni ses aboutissants. Mais ça, ce n'était que la partie immergée de l'iceberg. Autre chose qui m'a bousculé et on en vient à la question que je n'ai vue nulle part ailleurs si ce n'est sur cette chaîne, c'est que on va apprendre que le titan assaillant a pour particularité de voir l'avenir. Et ce qui nous permet de comprendre pas mal de scènes, notamment celle où Eren va embrasser la main d'Historia et très certainement déclencher son pouvoir, lui permettant de voir l'avenir. Et beaucoup de personnes ont relayé cette scène en se disant ok, Eren s'est spoilé la fin du manga. Et c'est vrai que ça explique pas mal de choses. Moi, ça m'a renvoyé encore plus loin. Je me rappelle d'une scène où on a Eren Kruger qui va sauver Grisha au pied du mur avant que Mar le transforme en titan. Et là, Eren Kruger va lui dire mais Grisha, ne veux-tu pas sauver Armin et Mikasa? Et je suis en mode mais quoi? Eren n'est même pas encore né, donc probablement Mikasa et Armin ne le seront pas. Comment les connaît-il? Et a priori, il va mourir, donc il n'y a aucune chance qu'ils les connaissent plus tard. Je me suis dit ah, le titan assaillant, le pouvoir de lire dans l'avenir. Je me suis dit bon, ok, il y a des explications qui sont fortement incroyables. Le flash forward est incroyable, mais plus que cela, ça m'a poussé à
me poser une question qui est en lien direct avec le premier épisode. On est d'accord que Eren a reçu le titan assaillant après que le mur se soit fait attaquer. Alors j'ai pour question pour vous, expliquez-moi comment se fait-il que dans le premier épisode, nous avons Eren qui est couché sous un arbre en compagnie de Mikasa et pendant qu'il dort, il va avoir des flash forward de ce qui va se passer dans les 2 premiers épisodes. On va voir brièvement le sourire du titan féminin qui va gober la mère d'Eren, on va voir le mur qui va tomber et sauf erreur de ma part, Eren à ce moment-là, il n'a pas encore le titan assaillant. Donc comment se fait-il qu'il ait pu voir l'avenir? Et surtout, ce qui m'a encore plus brain dans cet épisode, c'est que le titre du tout premier épisode de Shingeki no Kyojin s'appelle « À toi qui vis 2000 ans plus tard » et l'épisode qui arrive bientôt s'appelle « De toi qui vis 2000 ans plus tard » et je me suis dit et je me suis demandé, est-ce que c'est la boucle qui va être bouclée pour commencer une espèce de nouveau chapitre? En fait, waouh, je suis totalement dans le flou. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va arrêter là avant que je ne commence à tourner en rond. Je vous invite à me dire ce que vous en pensez en commentaire et bien évidemment, en attendant que tout cela se passe en commentaire, je vous souhaite une très belle et longue vie. Au revoir, merci. Au revoir, merci. Au revoir, merci.